Il a essayé de cacher sa fortune pour trouver le véritable amour. Il a essuyé 20 refus avant d'entendre « J'accepte », même sans connaître ton nom. Elle était mineuse, les mains sales mais le cœur pur. Et ce simple « oui » est devenu un mariage de millionnaire. Qu'en pensez-vous de cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur premium, il existe des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. La fête d'anniversaire de François Delamarre était, comme toujours, l'événement le plus attendu de la haute société parisienne. Sur la terrasse de son penthouse à Saint-Germain, l'élite des affaires et de la société parisienne se réunissait autour de coupes de champagne importées et de conversations stratégiquement calculées. François, à 38 ans, était l'actionnaire principal de Delamarre Technologies, l'une des plus grandes entreprises technologiques de France, en plus de gérer la fortune héritée de 3 générations familiales. « Joyeux anniversaire, chérie !» Sophie Bertrand, sa petite amie actuelle, s'approcha avec un sourire parfaitement dessiné par son rouge à lèvres vermillon. Sa robe de créateur épousait son corps sculpté par des procédures esthétiques de dernière génération. « Je dois te présenter Richard. Il a un projet incroyable qui a besoin d'investissement. Vous allez vous adorer. » François acquiesça automatiquement, comme il le faisait lors des dernières fêtes, réunions et dîners. Son regard parcourut l'environnement luxueux. Faux sourires, rires exagérés, compliments vides. Soudain, une sensation étouffante l'envahit. Il s'éloigna discrètement, se dirigeant vers son bureau, où il ferma la porte et respira profondément. De l'autre côté de la ville, dans le petit appartement qu'il maintenait secrètement dans le quartier de Montmartre, François trouvait son unique refuge. Là, loin des regards intéressés, il pouvait être simplement un homme ordinaire. Le contraste entre les deux mondes devenait de plus en plus insupportable. L'idée qu'il cultivait ces derniers mois prit enfin forme. Et s'il abandonnait tout? Et si, au moins pour un temps, il vivait comme quelqu'un d'ordinaire sans le poids du nom de famille et du compte bancaire? Le lendemain matin, encore avec la gueule de bois morale de la fête, François appela Marcel Leroy, son avocat et unique confident. « Tu as complètement perdu la tête ?» s'exclama Marcel lorsque François expliqua son plan. « Abandonner tout pour vivre comme quelqu'un de classe moyenne? Ce n'est pas un film romantique, François. Je n'abandonne rien définitivement, » expliqua François faisant tourner le stylo entre ses doigts. « L'entreprise continuera sous la gestion du conseil. L'argent restera investi. Je veux juste une pause, une chance de découvrir qui je suis sans tout cela. » Marcel ajusta ses lunettes, le regardant avec inquiétude. « Et combien de temps va durer cette expérience? 1 an, peut-être plus, le temps nécessaire pour trouver quelque chose de vrai. » 3 semaines plus tard, François dit au revoir à son penthouse de Saint-Germain. Pour le monde extérieur, François Delamarre s'embarquait dans un long voyage à l'étranger pour développer les affaires. La réalité était bien différente. Avec une identité simplifiée en tant que François Lambert, il déménagerait à Bordeaux, où personne ne le connaissait. Le choix n'était pas aléatoire. En plus de la distance géographique avec sa vie à Paris, la région offrait l'anonymat nécessaire à son expérience sociale. L'appartement au centre de Bordeaux ne ressemblait en rien à son penthouse parisien. 2 chambres, des meubles simples, un climatiseur bruyant qui peinait à gérer la chaleur bordelaise. Pour la première fois depuis des décennies, François fit ses propres courses, cuisina sa propre nourriture et affronta les files d'attente à la banque comme n'importe quel autre citoyen. L'adaptation fut plus difficile qu'il ne l'imaginait. Habitué à avoir des assistants résolvant chaque détail de sa vie, il affrontait maintenant les petites frustrations quotidiennes, la douche trop chaude, le bus bondé, la file d'attente au supermarché. Pour compléter sa nouvelle identité, il décrocha un emploi de consultant en technologie dans une petite entreprise locale, n'utilisant qu'une fraction de ses connaissances réelles. Les premières semaines furent revigorantes. La sensation de liberté, de ne pas avoir tous les regards tournés vers son compte bancaire, était enivrante. Mais il découvrit bientôt que construire des connexions véritables n'était pas aussi simple qu'il l'imaginait. Les femmes qu'il rencontrait semblaient toujours chercher quelque chose au-delà de lui-même, que ce soit la stabilité financière, le statut social ou des avantages professionnels. Il y eut Julie,
la réceptionniste de l'immeuble commercial où il travaillait, qui perdit complètement intérêt quand elle découvrit qu'il habitait dans un appartement modeste et n'avait pas de voiture. Puis vint Marine, gérante d'une boutique au centre commercial, qui commença subtilement à suggérer des cadeaux et des dîners dans des restaurants chers dès la deuxième rencontre. Et Caroline, professeure d'anglais, qui disparut après avoir découvert qu'il était seulement un consultant en technologie et non le propriétaire de l'entreprise. Chaque nouvelle déception le faisait remettre en question sa décision. Était-il possible de trouver quelqu'un qui l'appréciait pour ce qu'il était et non pour ce qu'il possédait? Ou la superficialité était-elle une caractéristique universelle des relations humaines? C'est durant cette crise existentielle que le destin le conduisit au marché des Capucins, le marché municipal de Bordeaux. Un samedi matin, alors qu'il achetait des fruits régionaux, François entendit une discussion animée. Une jeune femme aux cheveux noirs attachés en chignon décoiffé se disputait avec un vendeur de poissons. « Ce prix est absurde. La semaine dernière, c'était la moitié. »« Les temps ont changé, mademoiselle. Attraper du poisson est devenu plus difficile. L'essence a augmenté. Ne me servez pas ce discours. Je connais bien cette rivière. Je sais exactement combien coûte chaque poisson qui en sort. » Il y avait quelque chose de magnétique dans la présence de cette femme. La détermination dans son regard, sa posture ferme, l'honnêteté crue de ses paroles. Différente des personnes qu'il côtoyait à Paris, il n'y avait rien d'artificiel chez elle. Après avoir obtenu une remise considérable, elle s'éloigna satisfaite, passant devant François avec un léger sourire. Il lui rendit son geste, sentant quelque chose d'inexplicable dans l'air. Coïncidence ou destin, ils se rencontrèrent à nouveau au rayon des fruits, puis dans la file du café. Quand il rassembla enfin le courage d'engager une conversation, il découvrit que son nom était Claire Dubois et qu'elle travaillait comme consultante environnementale pour des chercheurs d'or de la région, les aidant à mettre en œuvre des pratiques moins destructrices. « Orpaillage durable ?» demanda François, véritablement intéressé. « C'est un paradoxe, je sais, » répondit-elle avec un sourire ironique. « Mais quelqu'un doit être là, montrant qu'il existe une meilleure voie. Si nous n'avons personne pour lutter de l'intérieur, rien ne change. » L'honnêteté désarmante de Claire le captiva instantanément. Cette femme ne semblait pas intéressée à impressionner qui que ce soit, encore moins à obtenir des avantages. Tandis qu'il marchait dans les rues du centre historique de Bordeaux, conversant sur la ville, le fleuve et les contradictions de la vie dans la région de la Loire, François ressentit quelque chose qu'il n'avait pas expérimenté depuis longtemps. Une connexion authentique. Le soleil matinal bordelais entrait par les interstices des persiennes du modeste appartement de François. Après 3 mois à Bordeaux, il commençait enfin à sentir qu'il s'adaptait à cette nouvelle réalité. Son travail de consultant technologique dans la petite entreprise locale exigeait beaucoup moins que ce à quoi il était habitué, lui laissant du temps libre pour explorer la ville et surtout pour réfléchir à son parcours. Tout en préparant un café fort, ses pensées se tournèrent vers Claire. Depuis leur rencontre au marché des Capucins, ils s'étaient vus plusieurs fois, toujours de façon décontractée, sans engagement. Contrairement aux autres femmes qu'il avait rencontrées à Bordeaux, Claire ne montrait aucun intérêt à découvrir combien il gagnait ou où il habitait. Les conversations coulaient naturellement sur les livres, la musique, la Loire et les complexités de la vie. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Marcel, son avocat à Paris. « Les choses deviennent compliquées ici, François. Le conseil fait pression pour ta présence et cette fusion avec l'entreprise espagnole nécessite ta signature. Envoie les documents numériquement, j'ai une signature électronique. » Ce n'est pas seulement ça. Sophie appelle tous les jours pour savoir quand tu reviens. Elle soupçonne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. François soupira. Sophie, son ex-petite amie, était trop perspicace pour croire à l'histoire du voyage prolongé. Maintiens l'histoire comme convenu. Je suis en négociation confidentielle, incommunicable la plupart du temps. Après avoir raccroché, François sentit le poids de sa double identité. Combien de temps pourrait-il maintenir cette mascarade? Cela en valait-il vraiment la peine? Les doutes l'assaillaient tandis qu'il se préparait pour une nouvelle journée de travail. Dans la petite entreprise technologique où il travaillait, François affrontait des défis complètement différents de ceux auxquels il était habitué. Au lieu de diriger un empire technologique, il aidait maintenant de petits commerçants à mettre en œuvre des systèmes de gestion basiques. Ironiquement, il trouvait plus de satisfaction dans ce travail simple que dans les grandes affaires qu'il gérait à Paris.
Lambert, monsieur Alexandre de l'épicerie du quai, a rappelé « Il dit que le système avale ses ventes », commenta Jules, le jeune réceptionniste utilisant le faux nom de famille de François. François sourit. « Je passerai après le déjeuner. C'est probablement juste un manque de formation. » La journée se déroula normalement jusqu'à ce que, à la sortie, il aperçoive Claire discutant avec un homme sur le trottoir devant l'immeuble. Elle portait une chemise à manches longues qui protégeait sa peau du soleil bordelais, un jean délavé et des bottes à mi-mollet, son uniforme de travail. Même dans cette tenue simple, il y avait quelque chose de magnétique dans sa présence. Quand l'homme s'éloigna, François s'approcha avec hésitation. « Claire, quelle surprise !» Elle se retourna et son visage s'illumina d'un sourire. « François, je passais par ici après une réunion avec l'équipe du secrétariat de l'environnement. Un problème ? Le problème habituel. Essayer de convaincre les autorités qu'il est possible d'extraire des minéraux sans tout détruire autour. » Elle regarda sa montre. « Je meurs de faim. Tu veux déjeuner ?» Dans le petit restaurant régional à quelques pâtés de maison, tout en partageant un plat de poisson à la sauce au vin blanc, François en apprit davantage sur la vie de Claire. Née dans une communauté rurale près de Bordeaux, elle avait étudié l'ingénierie environnementale dans la ville avec beaucoup d'efforts. Sa famille avait une longue histoire avec l'orpaillage. Son père et ses oncles avaient travaillé toute leur vie dans l'extraction d'or et d'autres minéraux. Au lieu de tourner le dos à cette réalité, j'ai décidé d'essayer de la transformer, expliqua Claire, gesticulant avec sa fourchette. Beaucoup de gens ne voient l'orpaillage que comme une destruction, mais il y a des familles qui en dépendent depuis des générations. Mon travail consiste à montrer qu'il est possible d'extraire des minéraux tout en minimisant les dommages environnementaux. La passion avec laquelle Claire parlait de son travail fascinait François. Voici quelqu'un qui ne cherchait pas seulement le profit ou le chemin le plus facile, mais qui croyait réellement en la transformation à travers de petites actions quotidiennes. « Et toi ?» demanda-t-elle, le prenant par surprise. « Qu'est-ce qui t'a amené à Bordeaux? Tu n'as pas l'air bordelais. » La question que François redoutait le plus. Jusqu'alors, il avait réussi à détourner le sujet quand quelqu'un interrogeait son passé. Mais avec Claire, il ressentit une impulsion inattendue de sincérité. « Je viens de Paris. Je travaillais dans une entreprise technologique plus importante, mais j'avais besoin de changement. J'ai tout fait là-bas. » Ce n'était pas exactement un mensonge, juste une version simplifiée de la vérité. Claire hocha la tête, compréhensive. « Je comprends. Parfois, nous devons nous éloigner pour trouver notre véritable chemin. » Après le déjeuner, ils marchèrent le long des quais de la Garonne. La chaleur humide de l'après-midi commençait à céder la place à la brise qui précédait la pluie quotidienne de la région. À l'horizon, des nuages chargés annonçaient l'orage imminent. « Nous devrions chercher un abri », suggéra Claire, pointant vers une petite cafétéria proche. À peine était-il entré dans l'établissement que le ciel se déversa en une de ces pluies torrentielles typiques de la région. Assis près de la fenêtre, ils observaient les grosses gouttes former un rideau d'eau qui transformait le paysage. « J'adore cette pluie », commenta Claire tenant sa tasse de café à deux mains. « Ça me rappelle mon enfance dans la campagne. Nous, les enfants, courions jouer sous la pluie pendant que les adultes criaient que nous allions attraper froid. » François sourit, enveloppé par la nostalgie dans sa voix. « Mon enfance était différente. » « Comment ça ?» Il hésita. « Disons qu'il n'y avait pas beaucoup de liberté pour courir sous la pluie. Un silence confortable s'établit entre eux, rempli seulement par le son de la pluie et le brouhaha de la cafétéria. Ce fut Claire qui rompit le silence. « Savais-tu que les arbres de la forêt communiquent entre eux? À travers les racines, ils envoient des signaux, partagent des nutriments, alertent des dangers. Comme un système de communication souterrain? Exactement. Rien dans la forêt n'est vraiment seul, même si ça peut le sembler. » Elle le regarda fixement. « Les gens devraient apprendre des arbres. » Cette observation toucha François profondément. Toute sa vie, entouré de personnes, il s'était toujours senti seul. La communication véritable, celle qui transcendait les apparences, était quelque chose qu'il commençait seulement à expérimenter. Quand la pluie diminua, Claire regarda sa montre et soupira. « Je dois y aller. J'ai une réunion avec un groupe d'orpailleurs dans 1 heure. Je peux te revoir ?» La question sortit plus anxieusement que François ne l'avait voulu. Claire sourit, un sourire authentique qui illuminait ses yeux. « Bien sûr. En fait, j'organise une petite expédition ce week-end pour collecter des échantillons de sol près d'un site d'orpaillage sur la Dordogne. Tu veux venir ? Ce sera fatigant, sale et probablement chaud. »
Ça semble parfait, répondit François, se surprenant lui-même par son enthousiasme. Dans les jours qui suivirent, François se surprit à penser constamment à Claire. Il y avait quelque chose chez elle qui l'intriguait, une authenticité rare, une force intérieure qui n'avait pas besoin d'être déclarée en mots. C'était comme si, après des années à naviguer dans des eaux superficielles, il plongeait enfin dans des profondeurs inexplorées. Le samedi matin, en la retrouvant au petit port d'où il partirait pour l'expédition, François ressentait un mélange d'anxiété et d'excitation qu'il n'avait pas expérimenté depuis des années. Vêtu de vêtements simples et pratiques, ne portant qu'un sac à dos avec l'essentiel, il était prêt à découvrir le monde de Claire. Le bateau qui les emmènerait sur la Garonne jusqu'à un affluent de la Dordogne était simple, de ceux utilisés par les riverains dans leurs déplacements quotidiens. Outre Claire et François, la petite embarcation transportait 2 assistants de l'équipe environnementale et le pilote, un homme d'âge moyen à la peau tannée par le soleil et aux yeux qui semblaient connaître chaque courbe des rivières de la région. L'expédition au site d'orpaillage fut une révélation pour François. Habitué au confort des bureaux climatisés et des jets privés, il affrontait maintenant la chaleur humide de la campagne, les insectes persistants et la boue qui couvrait ses bottes récemment achetées. Étonnamment, il se sentait plus vivant que jamais. Pendant 3 jours, il accompagna Claire dans sa routine. Il la vit converser avec des orpailleurs aux mains calleuses et au visage marqué par le soleil, expliquant des techniques d'extraction moins invasives. Il observa comment elle collectait des échantillons d'eau et de sol, cataloguant méticuleusement chacun. Il admira sa capacité à naviguer entre des mondes si distincts, la connaissance technique de l'université et la sagesse pratique des riverains. « Je n'ai jamais vu personne gagner le respect de ces hommes aussi rapidement », commenta François la dernière nuit, alors qu'ils partageaient un repas simple au bord de la rivière. « Comment fais-tu » Claire sourit, regardant les eaux sombres qui reflétèrent le ciel étoilé. « Je n'essaie pas de prétendre que j'en sais plus qu'eux sur la rivière. Mon père a été orpailleur pendant 30 ans avant de souffrir d'un accident qui lui a laissé des problèmes de dos. J'ai grandi en écoutant des histoires sur l'orpaillage, sur les rêves de trouver une pépite qui changerait nos vies. Et vous en avez trouvé ? Non, elle rit. Mais nous avons trouvé quelque chose de plus précieux. Une communauté. Des personnes qui se soutenaient dans les moments difficiles. Claire fit une pause, comme si elle choisissait soigneusement ses prochains mots. Le problème n'est pas l'orpaillage en soi, François. C'est l'avidité, l'idée que nous pouvons prendre sans restituer, que la nature n'est qu'une ressource à exploiter. J'essaie de montrer qu'un équilibre est possible. François sentit le poids de ses paroles. Combien de fois, à la tête de son entreprise, avait-il pris des décisions basées purement sur le profit, sans considérer l'impact réel sur le monde? La simplicité de la philosophie de Claire contrastait avec la complexité artificielle qu'il avait créée dans sa vie antérieure. « Tu es incroyable », dit-il finalement, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les retenir. À la lumière du feu improvisé, il vit le visage de Claire rougir légèrement. Pendant un moment, le monde semblait réduit à ce petit cercle de lumière dans l'immensité de la campagne française. Impulsivement, François se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, presque hésitant, mais chargé d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Quand ils s'éloignèrent, le regard de Claire était un mélange de surprise et de quelque chose de plus profond qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. « Je suis désolé, je... » « Ne t'excuse pas, interrompit-elle, un sourire se formant lentement. « J'essaie juste de comprendre. Toi. » De retour à Bordeaux, quelque chose avait changé entre eux. Ce qui avait commencé comme une amitié décontractée se transformait maintenant en quelque chose de plus profond. Les week-ends, ils exploraient ensemble les environs de la ville, les plages fluviales, les communautés rurales, les petits restaurants qui servaient des poissons frais, préparés à la mode régionale. Pendant la semaine, ils se retrouvaient pour dîner ou simplement marcher le long des quais en discutant de leur journée. Pour François, chaque moment avec Claire était comme découvrir une nouvelle facette de la vie qu'il n'avait jamais expérimentée. Elle l'emmena dans des lieux qu'il n'aurait jamais visités en tant que François Delamarre. Petites fêtes communautaires où tout le monde dansait, marchés populaires où les vendeurs connaissaient leurs clients par leur nom, plages fluviales où des familles entières passèrent le dimanche avec des barbecues improvisés. « Je n'ai jamais vu quelqu'un s'émerveiller autant pour des choses si simples », commenta Claire un jour, alors qu'ils observaient la confluence des rivières. Le phénomène naturel, où la Garonne et la Dordogne coulaient côte à côte sans se mélanger.
créant une division visible entre les eaux sombres et troubles. « Peut-être parce que je n'ai jamais eu le temps d'apprécier la simplicité, » répondit François, conscient que cette phrase révélait plus sur son passé qu'il ne le souhaitait. Claire l'étudia un moment. « Tu parles comme quelqu'un qui a vécu en courant toute sa vie. D'une certaine façon, oui. Toujours à la poursuite du prochain objectif, de la prochaine conquête. » François fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « C'est seulement récemment que j'ai réalisé que je courais dans la mauvaise direction. » Le regard que Claire lui lança était compréhensif, sans jugement. Ça était ce qui le fascinait le plus chez elle, sa capacité à accepter les gens tels qu'ils sont, sans essayer de les façonner selon ses attentes. À mesure que les mois passaient, leur relation s'approfondissait. François rencontra la famille de Claire. Ses parents, qui géraient maintenant une petite auberge pour touristes dans une communauté rurale, et son frère cadet, qui suivait ses pas à l'université. Ils furent accueillis avec la chaleur et l'hospitalité typiques des habitants de la région, partageant histoire et rire autour d'une table généreuse de plats régionaux. « Ma mère t'a apprécié », commenta Claire sur le chemin du retour. « Elle a dit que tu as des yeux honnêtes. » François ressentit une pointe de culpabilité. À quel point ses yeux étaient-ils honnêtes quand ils cachaient toute une vie? Le mensonge qui semblait initialement justifiable pesait maintenant comme une pierre sur sa poitrine. Plusieurs fois, il fut sur le point de dire la vérité à Claire, mais la peur de perdre ce qu'ils avaient construit le faisait reculer. Pendant ce temps, à Paris, la pression augmentait. Marcel appelait avec une fréquence croissante, rapportant des problèmes qui exigeaient sa présence. L'entreprise faisait face à des décisions stratégiques importantes, et le conseil commençait à questionner son absence prolongée. Sophie, son ex-petite amie, avait donné des interviews insinuant qu'il traversait une sorte de crise. « J'ai besoin de plus de temps », insistait François au téléphone, enfermé dans la salle de bain de son appartement pour que Claire, qui préparait le dîner dans la cuisine, n'entende pas la conversation. « Le temps est ce dont nous manquons le plus », répondit Marcel, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Les concurrents avancent, François, et il y a des rumeurs dans la presse concernant ta santé mentale. Contrôle les dégâts comme tu peux, je résous quelques problèmes ici. » Quand il raccrocha, il trouva Claire debout à la porte de la salle de bain, une expression curieuse sur le visage. « Tout va bien, tu semblais tendu. »« Juste des problèmes de travail, » répondit-il, forçant un sourire. « Rien d'important. » Elle acquiesça, mais quelque chose dans son regard suggérait qu'elle n'était pas complètement convaincue. Claire était trop perspicace pour ne pas remarquer les petites incohérences dans son histoire, les appels secrets, les évasions quand le sujet était son passé à Paris, le manque de photos ou de souvenirs de sa vie antérieure. Le lendemain matin, François se réveilla avec Claire, l'observant dormir, un doux sourire sur ses lèvres. « Bonjour », murmura-t-il, l'attirant plus près. Au lieu de répondre, elle toucha doucement son visage. « J'ai quelque chose à te dire. » Le ton sérieux dans sa voix l'alarma. « Qu'y a-t-il » Claire respira profondément. « Je suis enceinte. » Le monde sembla se figer à cet instant. « Enceinte. » Le mot résonna dans l'esprit de François comme un tonnerre distant, annonçant une tempête qui approchait. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, la voix presque un murmure. Elle acquiesça. « J'ai fait le test hier quand tu es sorti acheter le dîner. Et encore ce matin, les deux positifs. » François s'assit sur le lit, essayant de traiter l'information. Un enfant, avec Claire. Dans des circonstances normales, ce serait le moment le plus heureux de sa vie. Il avait toujours désiré fonder une famille, avoir des enfants. Mais maintenant, pris dans une toile de mensonges, la nouvelle le remplissait d'un mélange de joie et d'effroi. « Dis quelque chose ?» demanda Claire, la vulnérabilité évidente dans sa voix. Il l'étreignit fortement, les émotions conflictuelles cédant la place à une certitude. Il aimait cette femme comme il n'avait jamais aimé personne. « Je suis heureux », dit-il finalement, surpris de réaliser que c'était vrai. Effrayé, mais heureux. Le sourire qui illumina le visage de Claire dissipa momentanément ses inquiétudes. Elle aussi rayonnait, malgré l'évidente nervosité. « Je sais que nous n'avions pas planifié cela et que nous sommes ensemble depuis seulement quelques mois, mais c'est parfait, » compléta François, l'embrassant doucement. « Nous trouverons une solution, je te le promets. » Cette nuit-là, alors que Claire dormait paisiblement à ses côtés, François affrontait le plus grand dilemme de sa vie. Un enfant changeait tout. Il ne pouvait plus continuer à vivre dans ce mensonge, à construire une famille sur une identité fausse.
Il devait dire la vérité à Claire, sur qui il était réellement, sur la fortune qu'il possédait, sur les raisons qui l'avaient conduit à Bordeaux. Mais et si elle le rejetait? Et si elle interprétait tout comme une manipulation cruelle, une expérience sociale d'un riche qui s'ennuie? L'idée de perdre Claire et l'enfant à venir était insupportable. En même temps, continuer avec cette farce devenait de plus en plus insoutenable. À un moment donné, la vérité éclaterait. Plus tard ce serait, plus douloureuse elle serait. Il n'y avait aucun moyen de cacher pour toujours qu'il était l'un des hommes les plus riches de France, héritier d'un empire d'entreprise, figure connue dans les cercles de pouvoir parisiens. François passa la nuit éveillé, fixant le plafond et pesant ses options. Au matin, il prit une décision. Il dirait tout à Claire après la première échographie. Il voulait être à ses côtés dans ce moment spécial, voir son enfant pour la première fois, avant de risquer de tout perdre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le destin avait d'autres plans. Alors qu'il se préparait mentalement pour la révélation, des événements inattendus étaient déjà en mouvement. Des événements qui mettraient à l'épreuve non seulement sa relation avec Claire, mais tout ce qu'il croyait sur l'amour, l'honnêteté et la vraie valeur des choses. La première consultation prénatale fut fixée pour un mercredi matin. François se réveilla avant le réveil, anxieux et avec une sensation étrange dans l'estomac, un mélange d'excitation à l'idée de voir son enfant pour la première fois et d'appréhension pour ce qu'il devrait révéler ensuite. « Tu vas bien ?» demanda Claire, remarquant son agitation pendant qu'il se préparait. « Tu sembles nerveux. Juste l'anxiété d'un père novice, » répondit-il avec un sourire forcé. À la clinique, en attendant d'être appelé, François observait Claire feuilleter distraitement un magazine sur la grossesse. Il y avait une sérénité sur son visage qui contrastait avec la tempête interne qu'il affrontait. Comment était-il possible qu'en quelques mois seulement, cette femme soit devenue le centre de son univers? « Claire Dubois ?» appela la réceptionniste. La consultation se déroula normalement. Le médecin, un homme d'âge moyen à l'allure paternelle, posa les questions de routine, demanda des examens et finalement réalisa l'échographie. Le moment où ils virent la petite image sur l'écran, encore sans forme définie mais indéniablement vivante, fut d'une émotion bouleversante. François serra la main de Claire avec force, les mots lui échappant. « Tout va parfaitement bien », assura le médecin souriant en voyant l'émotion du couple. « Nous estimons environ 8 semaines de grossesse. La date prévue pour la naissance serait mi-mars de l'année prochaine. » Ils quittèrent la clinique avec la première photo du bébé, une petite tache en noir et blanc qui signifiait déjà le monde pour eux deux. François suggéra de déjeuner dans un restaurant proche pour célébrer. En attendant leur commande, il rassemblait son courage pour la conversation qu'ils devaient avoir. « Claire, nous devons parler de quelque chose d'important, » commença-t-il, sentant la gorge sèche. Son téléphone sonna à ce moment précis. C'était du travail, une situation d'urgence sur l'un des sites d'orpaillage qu'elle surveillait. Apparemment, un glissement de terrain menaçait de contaminer un ruisseau. « Je dois y aller, » dit-elle, visiblement préoccupée. « Pouvons-nous parler ce soir ?» François acquiesça, ressentant un mélange de soulagement et de frustration pour le report. Il accompagna Claire jusqu'à son travail et retourna à son propre bureau, où il passa le reste de la journée distrait, incapable de se concentrer sur les tâches simples qu'il devait accomplir. En fin d'après-midi, il reçut un message de Claire disant qu'elle resterait tard sur le site de l'accident et qu'il serait préférable qu'il ne l'attende pas pour dîner. François décida alors de profiter du temps pour préparer une surprise. Il arrangerait l'appartement, cuisinerait quelque chose de spécial et créerait l'environnement parfait pour sa confession. Sur le chemin du retour, il s'arrêta dans un supermarché pour acheter les ingrédients d'un dîner spécial. Tandis qu'il choisissait des légumes frais, son téléphone sonna. C'était Marcel, son avocat. « François, nous avons un problème sérieux. Le magazine L'Express prépare un article sur ta disparition. Ils ont des sources qui affirment que tu as eu une dépression nerveuse et que tu es interné dans une clinique psychiatrique en Suisse. Quoi? C'est absurde. C'est ce que j'essaie de dire. Ton absence prolongée génère des spéculations de plus en plus folles. Le service de presse a du mal à contenir les rumeurs et la valeur des actions de l'entreprise a commencé à fluctuer. François passa la main dans ses cheveux, frustré. « Que suggères-tu? Reviens, au moins temporairement. Fais une apparition publique, rassure les investisseurs et la presse, puis tu pourras reprendre ton expérience si tu le souhaites encore. » L'idée de retourner à Paris, même brièvement, le perturbait. Cela signifierait s'éloigner de Claire
quelque chose qu'il ne voulait pas faire, surtout maintenant avec la grossesse. D'un autre côté, il ne pouvait pas laisser l'entreprise héritée de son père, construite au fil des générations, souffrir à cause de son absence. J'y réfléchirai, Marcel. Je t'appelle demain. Quand il arriva à l'appartement, François était si absorbé dans ses pensées qu'il ne remarqua pas immédiatement les signes. La porte déverrouillée, la lumière allumée, l'odeur de nourriture. « Claire ?» appela-t-il confus. Elle ne devait pas être à la maison. « Dans la cuisine » répondit-elle. François la trouva en train de remuer une casserole, le visage marqué par la fatigue, mais avec un léger sourire aux lèvres. « Je pensais que tu resterais tard sur le site » commenta-t-il, s'approchant pour l'embrasser. « Nous avons pu résoudre la situation plus rapidement que prévu. J'ai décidé de faire une surprise et de préparer le dîner. » Ce geste simple mais chargé d'affection fit que François se sentit encore plus mal à propos des secrets qu'il gardait. Il posa les courses sur le comptoir et enlaça Claire par derrière, inspirant le parfum de ses cheveux. « Je vais prendre une douche rapide, » dit-il. Dans la salle de bain, François fixa son reflet dans le miroir. L'homme qui le regardait en retour semblait différent de celui qui avait quitté Paris des mois auparavant. Il y avait quelque chose de plus authentique dans ses yeux, comme si les couches d'artifice avaient été progressivement retirées. Quand il sortit de la douche, il trouva Claire assise au bord du lit, un papier dans les mains et une expression indéchiffrable sur le visage. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il, sentant un serrement dans la poitrine. Elle leva lentement les yeux. « Qui est François Delamarre ?» Le monde sembla ralentir. Sur le sol, à côté du lit, se trouvait sa pochette de documents. La même pochette qu'il gardait soigneusement au fond de l'armoire, contenant sa véritable identité, quelques documents importants de l'entreprise et des cartes de crédit de son compte principal. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il, la voix presque défaillante. « Je cherchais un t-shirt emprunté dont tu as parlé l'autre jour. J'ai trouvé la pochette derrière les boîtes. » Elle leva un relevé bancaire. « Il y a plus d'argent sur ce compte que je ne gagnerai en plusieurs vies à travailler dans l'orpaillage. » François s'assit lourdement à côté d'elle, la serviette encore enroulée autour de sa taille. Le moment qu'il redoutait tant était arrivé de la pire manière possible. « J'allais te le dire aujourd'hui, » murmura-t-il, après la consultation. « Me dire quoi exactement? Que tu as menti sur qui tu es, sur tout ?» La douleur dans la voix de Claire était palpable, le coupant comme un couteau. Elle se leva, s'éloignant de lui comme si sa proximité la blessait. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » supplia François désespéré. « Expliquer quoi? Que tu es une sorte de millionnaire déguisé. Quel genre de jeu malsain est-ce, François? Ou ce n'est même pas ton vrai nom? Mon nom est François. François Delamarre. Je suis le propriétaire de Delamarre Technologies à Paris. » Il respira profondément. « Je suis venu à Bordeaux parce que j'étais fatigué des gens qui ne s'approchèrent de moi que par intérêt. Je voulais savoir comment ce serait de vivre une vie normale, de rencontrer des personnes qui m'apprécieraient pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. » Claire le regarda incrédule. « Et pour cela, tu devais mentir? Construire une fausse identité? Me faire croire que j'entretenais une relation avec quelqu'un qui n'existe même pas? Je n'ai pas menti sur qui je suis, seulement sur ce que je possède, » argumenta François, conscient de la faiblesse de ses propos. « Tout ce que nous avons partagé, tout ce que nous avons vécu ensemble était réel. » « Réel ?» Claire rit, un son amer qu'il n'avait jamais entendu d'elle auparavant. « Comment puis-je savoir ce qui était réel? Tu as construit toute une vie de mensonges. » François tenta de s'approcher, mais elle recula. « Ce que je ressens pour toi est la chose la plus vraie que j'ai jamais vécue, » dit-il, la voix étranglée. « Je t'aime, Claire, et j'aime notre enfant. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Claire. « Comment puis-je croire cela maintenant? Comment puis-je faire confiance à quoi que ce soit que tu dises ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. François voulait désespérément trouver les mots justes, quelque chose qui pourrait réparer les dégâts qu'il avait causés, mais son esprit était vide. « J'ai besoin de temps, » dit finalement Claire, essuyant les larmes avec le dos de sa main. « Je ne peux pas traiter tout cela maintenant. » Elle prit son sac et se dirigea vers la porte. « Où vas-tu » demanda François, alarmé. « Chez mes parents. Ne me suis pas, ne m'appelle pas. Quand je serai prête, je te contacterai. » La porte se ferma avec un clic doux, si différent du tonnerre que François ressentait dans son cœur. Il resta assis au bord du lit pendant longtemps, fixant les documents éparpillés, preuve d'une vie qui semblait de plus en plus distante et vide. Dans les jours qui suivirent, François vécut dans un limbe.
Il envoya des dizaines de messages à Claire, tous sans réponse. Il passa plusieurs fois devant son bureau seulement pour découvrir qu'elle avait pris un congé. Il appela ses parents, mais ceux-ci, protecteurs, dirent seulement qu'elle allait bien et avait besoin d'espace. La solitude de l'appartement était écrasante. Chaque objet, chaque coin rappelait Claire. L'odeur de son shampoing sur l'oreiller, sa tasse préférée dans la cuisine, le livre sur la Loire qu'elle lisait avant de partir. C'était comme si son monde avait soudainement perdu ses couleurs. Une semaine après la découverte, François reçut un court message. « Nous pouvons parler demain. Je te retrouve au café de la librairie à 15 heures. » Cette nuit fut d'insomnie. François répéta mentalement tout ce qu'il dirait, comment il expliquerait ses actions, comment il convaincrait Claire que son amour était véritable, malgré les mensonges. Quand il arriva finalement au café, 20 minutes avant l'heure convenue, il se sentait comme un accusé attendant sa sentence. Claire arriva ponctuellement, portant un chemisier ample qui dissimulait le petit ventre qui commençait à se former. Son visage semblait plus mince, les yeux marqués par des cernes qui trahissaient des nuits mal dormies. « Merci d'être venu, » dit François, se levant nerveusement. Elle s'assit en face de lui, maintenant une distance calculée. « J'ai passé la semaine à réfléchir à tout, essayant de comprendre pourquoi tu as fait ça, ce que cela signifie pour nous, pour le bébé. Et tu es arrivé à une conclusion ?» Claire l'étudia longuement avant de répondre. « Je ne sais toujours pas si je peux te faire confiance à nouveau, mais je sais que nous devons trouver un chemin pour le bien de notre enfant. » La conversation au café de la librairie fut tendue et douloureuse. François expliqua tout, depuis sa vie à Paris jusqu'à la décision de créer une nouvelle identité à Bordeaux. Il parla des dizaines de relations vides qu'il avait eues, de la sensation constante que les gens ne s'approchaient que par intérêt, de la solitude qu'il ressentait même entouré de monde. « Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser », conclut-il, sa tasse de café intacte et froide. « Ce qui a commencé comme une expérience s'est transformé en la chose la plus réelle que j'ai jamais vécue. Tu m'as montré un monde que je ne savais même pas exister. » Claire l'écoutait en silence, le visage comme un masque impénétrable. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Surtout après avoir découvert la grossesse ?»« La peur, » admit François. « Peur de te perdre, que tu penses que tout n'était qu'un jeu cruel. J'allais te le dire après la consultation, je le jure. J'avais tout prévu. Des plans, » murmura Claire avec un sourire triste. « Tu sembles beaucoup aimer planifier les choses, contrôler les situations. » L'observation frappa François avec la force d'une révélation. C'était vrai, toute sa vie avait été méticuleusement planifiée et contrôlée. Même sa fuite à Bordeaux avait été soigneusement orchestrée. « J'essaie de changer, » dit-il, tendant la main sur la table, sans oser toucher la sienne. « Pour toi, pour notre enfant, mais surtout pour moi-même. J'ai découvert que la personne que je suis, loin de tout cet argent et ce pouvoir, est quelqu'un dont je peux être fier. » Claire soupira, passant la main dans ses cheveux, dans un geste qu'il connaissait bien, un signe qu'elle réfléchissait profondément à quelque chose. « Je ne sais pas si je peux revenir vers toi maintenant, » dit-elle finalement. « J'ai besoin de traiter tout cela. Mais je ne veux pas non plus t'éloigner de notre enfant. Que suggères-tu alors? Pour l'instant, nous pouvons nous rencontrer occasionnellement, parler de la grossesse, des préparatifs. Je veux que tu sois impliqué, que tu viennes aux consultations avec moi. Mais j'ai besoin de temps pour reconstruire la confiance. » Ce n'était pas ce que François espérait, mais c'était plus que ce qu'il craignait. Au moins, elle ne l'écartait pas complètement de sa vie. « Merci, » dit-il, la voix étranglée. « Je ferai ce qu'il faut pour regagner ta confiance. » Quand ils se séparèrent à la porte de la librairie, François dut réprimer l'envie de l'étreindre. À la place, il l'observa s'éloigner, emportant avec elle une partie de son cœur. Le lendemain matin, une surprise attendait François dans sa boîte aux lettres. Une lettre avec en tête officielle, adressée à François Lambert, son faux nom. Intrigué, il ouvrit l'enveloppe pour trouver une notification l'informant qu'il était bénéficiaire d'un héritage laissé par un grand-oncle éloigné, Albert Lambert, récemment décédé à Lyon. La coïncidence était presque comique. Lui, l'un des hommes les plus riches de France, était informé d'un héritage qui représentait probablement une fraction minuscule de sa fortune réelle. Selon la lettre, il devrait se présenter au bureau d'un notaire à Lyon pour traiter des procédures légales. François fixa la lettre pendant de longues minutes, une idée commençant à se former dans son esprit. Cet héritage inattendu était comme un signe, une opportunité de recommencer. Non pas comme François Delamarre, le magnate de la technologie, ni comme François Lambert, le consultant de classe moyenne, mais comme quelqu'un de nouveau,
quelqu'un qui pourrait intégrer les meilleures parties des deux identités. Il décida de voyager à Lyon la semaine suivante pour régler la question de l'héritage. Avant de partir, il envoya un message à Claire l'informant du voyage, tenant la promesse de transparence qu'il avait faite. Elle répondit brièvement, lui souhaitant bon voyage. À Lyon, il découvrit que ce grand-oncle, qu'il n'avait jamais rencontré personnellement, avait laissé une petite propriété dans la campagne lyonnaise et quelques économies accumulées au cours d'une vie modeste comme professeur universitaire. Ce n'était pas une fortune, mais cela représentait une somme considérable pour quelqu'un comme François Lambert. Pendant qu'il traitait les documents chez le notaire, son téléphone sonna. C'était un numéro qu'il ne reconnut pas immédiatement. « Allô? François? C'est Thomas. Thomas Moreau. » La voix apporta une vague de souvenirs. Thomas était son ami d'enfance, camarade d'école depuis les premières années. Il s'était éloigné à l'âge adulte, quand Thomas avait choisi de poursuivre une carrière académique, tandis que François reprenait les affaires familiales. « Thomas, quelle surprise! Comment as-tu découvert ce numéro? Ton avocat, Marcel. Il m'a parlé de ton aventure bordelaise. Je suis à Lyon pour un congrès d'anthropologie et j'ai pensé te rencontrer si tu es disponible. » La coïncidence était surprenante. François hésita brièvement. Thomas était une connexion avec son ancienne vie, quelque chose qu'il essayait de maintenir séparé de son existence à Bordeaux. D'un autre côté, c'était l'une des rares personnes qui le connaissaient depuis avant la richesse et le statut, quelqu'un qui pourrait peut-être comprendre son parcours. « Bien sûr, » répondit-il finalement. « Où pouvons-nous nous rencontrer ?» Quelques heures plus tard, ils étaient assis dans un bar au bord du Rhône, partageant une bouteille de bière fraîche. Thomas semblait le même que toujours, cheveux ébouriffés, lunettes à monture épaisse, un sourire facile qui contrastait avec le regard perspicace de quelqu'un qui observe le monde avec curiosité scientifique. « Alors, » commença Thomas, après les politesses initiales, le puissant François de Lamarre a décidé de prendre une pause de sa vie de milliardaire pour vivre comme les gens ordinaires. Marcel est inquiet, il pense que tu as eu une sorte d'effondrement. François rit, appréciant la franchise de son ami. Ce n'était pas un effondrement, c'était un choix conscient. Et ça en valait la peine? Plus que je ne l'imaginais. François raconta sa vie à Bordeaux, parlant de Claire, de la grossesse et de la récente découverte de son identité. Il fut surpris par la facilité avec laquelle les mots coulaient. C'était libérateur de pouvoir partager son histoire avec quelqu'un qui le connaissait vraiment. Thomas l'écouta attentivement, sans jugement. Quand François termina, il resta silencieux pendant quelques instants, comme s'il digérait tout ce qu'il avait entendu. « Tu sais ce qui est ironique ?» dit-il finalement. « J'ai passé des années à étudier comment les structures sociales et économiques façonnent nos identités, comment le capitalisme nous transforme en marchandises. Et te voilà, vivant une expérience anthropologique sans même t'en rendre compte. Et quelle est ton analyse académique de ma situation ?» Thomas but une gorgée de sa bière avant de répondre. « Je pense que tu découvres quelque chose que beaucoup ne comprendront jamais, que la richesse est un voile qui déforme nos perceptions. Pas seulement comment les autres nous voient, mais comment nous nous voyons nous-mêmes. » L'observation toucha François profondément. C'était exactement ce qu'il ressentait, comme s'il avait passé sa vie à regarder à travers une vitre embuée, et que seulement maintenant il commençait à voir clairement. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Thomas. « Retourner à Paris, à ton ancienne vie ?»« Je ne sais pas, » admit François. « Je veux rester avec Claire, élever notre enfant ensemble. Mais je ne sais pas si cela signifie abandonner complètement mon passé ou trouver un moyen d'intégrer les deux réalités. Peut-être que la question n'est pas de choisir entre être riche ou pauvre, François. Peut-être s'agit-il de choisir quel type de personne tu veux être, indépendamment de l'argent. » Cette phrase résonna dans l'esprit de François pendant tout le vol de retour à Bordeaux. Quel type de personne voulait-il être? L'homme d'affaires prospère qui dirigeait un empire technologique? L'homme simple qui avait découvert la beauté dans les petites choses? Ou était-il possible d'avoir une troisième option, quelqu'un qui utilisait ses ressources et privilèges pour faire la différence sans se laisser définir par eux? En arrivant à Bordeaux, il trouva un message de Claire. « Nous avons rendez-vous demain à 10h. Tu veux venir ?» L'invitation, bien que simple, alluma une flamme d'espoir dans sa poitrine. Il répondit immédiatement qu'il serait là. Le lendemain matin, il l'attendit à la réception de la clinique, nerveux comme un adolescent à un premier rendez-vous. Quand Claire arriva, portant une robe légère qui révélait maintenant clairement le petit ventre de presque 3 mois, François sentit son cœur s'accélérer.
« Salut », dit-elle, avec un petit sourire. « Comment s'est passé le voyage ?»« Intéressant », répondit-il. « J'ai beaucoup à te raconter. » Pendant la consultation, François tint la main de Claire tandis qu'ils observèrent le bébé sur l'écran de l'échographie, maintenant plus grand, avec des contours plus définis. Le médecin expliqua que tout se passait bien, que le développement était conforme aux attentes. « Voulez-vous connaître le sexe ?» demanda le docteur. « On peut déjà le voir si le bébé coopère. » Ils échangèrent un regard. « Oui, » répondit Claire, serrant légèrement la main de François. « C'est une fille », annonça le médecin avec un sourire. « Une fille. » La nouvelle frappa François avec une force bouleversante. Soudain, le bébé cessait d'être une idée abstraite pour devenir une personne réelle, sa fille, qui dans quelques mois serait dans ses bras. Après la consultation, ils marchèrent ensemble jusqu'à un petit parc proche. Assis sur un banc à l'ombre d'un tilleul, François raconta l'héritage inattendu et la rencontre avec Thomas. « Il a dit quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir », conclut-il. « Que la question n'est pas de choisir entre être riche ou pauvre, mais de décider quel type de personne je veux être. » Claire acquiesça, pensive. « Et quel type de personne veux-tu être, François ? Quelqu'un digne de ton amour, quelqu'un que notre fille pourra admirer. » Il fit une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. « J'ai beaucoup réfléchi pendant ces semaines où nous étions séparés, sur qui j'étais, qui je suis devenu à Bordeaux et qui je veux être à partir de maintenant. Et tu es arrivé à une conclusion ? Oui, j'ai réalisé que je ne peux pas simplement effacer mon passé ou prétendre que je n'ai pas les ressources que j'ai. Ce serait juste remplacer un mensonge par un autre. » François respira profondément. « Mais je ne veux pas non plus redevenir la personne que j'étais, vivant une vie vide de sens réel, entourée de personnes intéressées. » Claire l'observait attentivement, le visage impassible. François continua. « Je veux utiliser ce que j'ai, connaissances, ressources, influence, pour faire quelque chose qui compte. Quelque chose qui fasse une différence dans la vie des gens. Comme quoi ? J'ai réfléchi. Et si nous créions une fondation pour soutenir des initiatives d'orpaillage durable, quelque chose qui offrirait technologie, formation et financement aux communautés qui veulent extraire des minéraux de façon moins destructrice ? » Les yeux de Claire s'élargirent légèrement. « Tu es sérieux ? » ?»« Complètement. Tu connais ce monde mieux que quiconque. Tu pourrais diriger le projet, mettre en œuvre les idées que tu as toujours défendues. Je contribuerai avec les ressources et les contacts d'affaires. » Une lueur d'enthousiasme apparut dans les yeux de Claire, rapidement remplacée par la prudence. « Ce n'est pas juste une façon élaborée d'essayer de me racheter ?» La question de Claire flotta dans l'air comme un nuage chargé. François sentit le poids de ses mots, la douleur qui résidait encore entre eux. « Non, Claire, » répondit-il fermement. « Je n'essaie pas de t'acheter. Si c'était le cas, j'offrirais des bijoux, une maison, du confort matériel. Je propose un partenariat dans quelque chose que je sais que tu crois, quelque chose qui pourrait réellement transformer la réalité de nombreuses familles. » Elle l'étudia un moment, comme si elle essayait de voir au-delà de ses mots, cherchant des signes de manipulation ou de fausseté. « Pourquoi cela maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que j'ai passé des mois à voir le monde à travers tes yeux. J'ai vu la passion avec laquelle tu défends ces communautés. Comment tu crois qu'il est possible d'extraire la richesse de la terre sans la détruire ?» François fit une pause. « Et parce que je veux construire quelque chose de significatif, quelque chose que notre fille pourra hériter au-delà de l'argent et des actions. » Le visage de Claire s'adoucit légèrement. « Tu as vraiment changé, n'est-ce pas ? Je le crois. Ou peut-être ai-je toujours été cette personne, je ne le savais simplement pas. » Un silence confortable s'établit entre eux. Dans le parc, des enfants jouaient sous le regard attentif de leur mère. Une scène qui portait désormais une signification spéciale pour le couple. « Je vais réfléchir à ta proposition, » dit finalement Claire, « à propos de la fondation. Mais j'ai besoin de temps pour traiter tout cela. »« Tout le temps dont tu as besoin, » répondit François. « Et nous ?» Claire posa la main sur son ventre légèrement arrondi. « Je ne sais toujours pas, François. Ça fait encore mal de penser que tout a commencé par un mensonge. Je comprends. Je veux juste que tu saches que je suis là, que je veux faire partie de votre vie à toutes les deux, de la façon que tu permettras. » Avant qu'ils puissent continuer la conversation, le téléphone de François sonna. C'était Marcel à nouveau. François hésita, mais Claire fit un geste pour qu'il réponde. « Je dois vraiment y aller, » dit-elle, se levant. « J'ai une réunion dans une demi-heure. » François acquiesça, répondant au téléphone tout en observant Claire s'éloigner. L'appel de Marcel apportait de mauvaises nouvelles.
Le magazine avait publié l'article spéculatif sur son effondrement nerveux et son internement en Suisse, provoquant une chute des actions de l'entreprise et l'inquiétude parmi les investisseurs et les employés. « Nous ne pouvons plus retarder, François », insista Marcel. « Tu dois apparaître publiquement, rassurer le marché. Sinon, tout ce que ton père a construit pourrait s'effondrer. » Les paroles de l'avocat pesèrent comme du plomb. François savait qu'il ne pouvait plus fuir ses responsabilités à Paris. En même temps, il ne pouvait pas abandonner Claire et la fille qui étaient en route. « Je rentre », décida-t-il finalement. « Mais seulement pour quelques jours, pour résoudre cette situation. Ensuite, je reviens à Bordeaux. » Ce soir-là, François envoya un message à Claire expliquant la situation. À sa surprise, elle répondit presque immédiatement, suggérant qu'ils parlent en personne avant son voyage. Ils décidèrent de se retrouver dans son appartement le lendemain soir. La journée qui précéda la rencontre fut consacrée aux préparatifs et aux réflexions. François organisa les documents nécessaires pour son bref retour à Paris, tout en réfléchissant à ce qu'il dirait à Claire. Il savait que c'était un moment crucial, peut-être sa dernière chance de regagner sa confiance. Quand la sonnette retentit, son cœur s'emballa. Claire était à la porte, vêtue d'une salopette simple qui mettait en valeur sa grossesse. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, une détermination, une certitude qui n'était pas là auparavant. « Merci d'être venu », dit François, l'invitant à entrer. « J'ai lu à propos de la situation de ton entreprise », commenta Claire, s'asseyant sur le canapé. « Ça semble sérieux. C'est compliqué. Quand tu es le visage public d'une entreprise, ton absence génère des spéculations. » Il lui servit un verre de jus. « Je dois aller à Paris, donner une conférence de presse, rassurer le marché. Et après je reviens à Bordeaux. Pour toi et notre fille, si tu me le permets. » Claire but une gorgée de jus pensive. « J'ai beaucoup réfléchi depuis notre conversation d'hier. À propos de ta proposition de nous, de l'avenir. Et tu es arrivé à une conclusion ? » ?»« Oui. » Elle posa le verre sur la table basse, le regardant directement. « Je veux essayer à nouveau, François. Ce ne sera pas facile de reconstruire la confiance, mais je veux donner une chance à ce que nous avons. » Ces paroles frappèrent François comme une vague de soulagement et de joie. Pendant un moment, il resta sans réaction, traitant simplement ce qu'il venait d'entendre. « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis » demanda-t-il finalement. « Plusieurs choses. J'ai beaucoup parlé avec mes parents, qui m'ont donné une perspective. J'ai pensé à notre fille, au type de famille que je veux pour elle. » Claire fit une pause. « Mais surtout, j'ai réalisé que l'homme dont je suis tombée amoureuse, celui que j'ai rencontré au marché, qui m'a accompagné sur le site d'orpaillage, qui discutait des arbres de la forêt, cet homme est réel, indépendamment du nom ou du compte bancaire. » François sentit des larmes se former dans ses yeux. « Merci pour cette chance. Je promets que je ne la gaspillerai pas. J'ai des conditions, continua Claire, son ton maintenant plus sérieux. Première, honnêteté totale à partir de maintenant. Pas de secret, pas de demi-vérité. Absolument. Deuxième, je veux connaître ta vie à Paris. Si nous devons être ensemble, j'ai besoin de comprendre d'où tu viens, qui tu étais avant. » François acquiesça, surpris par la demande. « Bien sûr, tu peux venir avec moi maintenant si tu veux. »« Pas cette fois. J'ai des engagements ici que je ne peux pas reporter. Mais la prochaine fois, oui. » Elle respira profondément. « Et troisième, à propos de ta proposition de fondation. Je veux le faire, mais à notre façon. Pas comme une charité, mais comme un projet sérieux avec un impact réel. C'était exactement ce que j'avais en tête, » répondit François, un sourire se formant sur ses lèvres. Un vrai partenariat. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la découverte de son identité, Claire resta. Allongée sur le lit, ils parlèrent de l'avenir, des plans pour la fondation, des noms pour leur fille. La proximité physique après des semaines de distance était à la fois étrange et familière, comme rentrer à la maison après un long voyage. Le lendemain matin, François partit pour Paris avec le cœur plus léger, malgré les défis qui l'attendaient. À l'aéroport, Claire l'étreignit fortement. « Reviens vite », murmura-t-elle à son oreille. « Nous t'attendrons. » À Paris, la réalité de son ancienne vie le frappa avec force. Le Penthouse à Saint-Germain, les voitures de luxe dans le garage, les gardes du corps, le traitement révérentiel des employés, tout semblait excessif, presque obscène après les mois de simplicité à Bordeaux. La conférence de presse fut programmée pour le lendemain. Avant cela, François se réunit avec Marcel et le conseil d'administration de l'entreprise pour discuter de la situation.
Il expliqua brièvement où il avait été et ce qu'il prévoyait pour l'avenir. « Je n'abandonne pas l'entreprise », assura-t-il aux dirigeants inquiets. « Je réorganise simplement mes priorités. À partir de maintenant, je partagerai mon temps entre Paris et Bordeaux. » Certains directeurs semblaient sceptiques, d'autres ouvertement opposés à l'idée. François les comprenait. Dans la culture d'entreprise traditionnelle, le PDG était censé consacrer sa vie à l'entreprise, sacrifiant tout le reste. « Messieurs, dit-il finalement, j'ai passé ces derniers mois à vivre une vie complètement différente, loin des privilèges et du pouvoir que nous avons ici. Cette expérience m'a transformé de façon que je découvre encore. Mais une chose est claire, je ne veux plus être défini uniquement par mon travail ou mon compte bancaire. » Le silence qui suivit fut tendu, mais François continua. « Cela ne signifie pas que je négligerai mes responsabilités. Au contraire, je crois que cette nouvelle perspective fait de moi un meilleur leader, plus connecté à la réalité de la majorité des gens. Et j'ai un projet qui, je crois, peut ouvrir de nouvelles voies pour l'entreprise. » C'est alors qu'il présenta l'idée de la Fondation pour l'orpaillage durable, expliquant comment Delamar Technologies pourrait développer des technologies spécifiques pour le secteur, promouvant des pratiques plus responsables et améliorant la vie des communautés impliquées. « Ce n'est pas seulement de la philanthropie, conclut-il. C'est une opportunité d'affaires avec un but, quelque chose qui peut transformer l'image de l'entreprise et ouvrir de nouveaux marchés. » L'idée fut accueillie avec un intérêt prudent. Certains directeurs entrevirent le potentiel, d'autres restèrent sceptiques, mais tous reconnurent qu'il y avait une vision claire derrière la proposition. Après la réunion, Marcel accompagna François jusqu'au penthouse. L'avocat, qui le connaissait depuis l'enfance, semblait encore essayer de traiter tous les changements. « Cette femme doit être vraiment spéciale », commenta-t-il, tandis qu'il prenait un verre sur la terrasse. « Elle l'est », confirma François, souriant en pensant à Claire. « Mais ce n'est pas seulement pour elle que je fais ça. C'est pour moi aussi, pour la personne que j'ai découvert que je pouvais être. » Marcel acquiesça pensif. « Ton père serait fier, tu sais. Pas pour l'empire que tu as construit, mais pour avoir le courage de suivre ton propre chemin. » Ces paroles touchèrent François profondément. Son père, décédé il y a presque 10 ans, avait été un homme complexe, ambitieux et déterminé dans les affaires, mais aussi doté d'une intégrité rare dans le monde des affaires. « J'espère que oui, » murmura-t-il, observant les lumières de la ville qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Soudain, Paris lui semblait étrangement petite comparée à l'immensité de la Loire. Le lendemain, la conférence de presse fut un succès. François apparut renouvelé, confiant, expliquant qu'il avait été en période sabbatique, réévaluant l'avenir de l'entreprise dans un monde en rapide transformation. Il annonça de nouveaux projets, incluant l'initiative de technologie pour l'orpaillage durable, qui fut accueillie avec intérêt par la presse. À la fin de la journée, les actions de l'entreprise s'étaient redressées et la crise immédiate était contrôlée. François, cependant, savait que le véritable défi ne faisait que commencer, équilibrer 2 vies, 2 réalités, qui semblaient si éloignées l'une de l'autre. La veille de son retour à Bordeaux, alors qu'il préparait sa valise, il reçut un appel de Claire. « Comment vont les choses là-bas » demanda-t-elle. « Étrange, admit François. C'est comme si je visitais la vie de quelqu'un d'autre. Et vous, comment allez-vous ?»« Bien. Ta fille est agitée aujourd'hui. Elle n'arrête pas de donner des coups. » L'usage de l'expression « ta fille » ne passa pas inaperçu. C'était la première fois que Claire se référait au bébé de cette façon, un changement petit mais significatif de langage qui suggérait l'acceptation, l'inclusion. « J'ai hâte de revenir, » dit François. « J'ai tant d'idées à discuter avec toi sur la fondation. »« Et j'ai des nouvelles, » répondit Claire. « J'ai parlé avec quelques leaders communautaires du projet. Ils sont prudemment intéressés. » La conversation coula naturellement comme au bon vieux temps. En raccrochant, François sentit une certitude croissante qu'ils étaient sur la bonne voie, malgré tous les obstacles. Le lendemain matin, prêt à partir, il fit un dernier appel à Thomas, son ami retrouvé à Lyon. « Alors, de retour dans la jungle bordelaise ?» plaisanta Thomas en répondant. « Oui, mais maintenant en emportant un peu de la jungle de béton avec moi, » répondit François. « Je voulais te remercier pour la conversation à Lyon. Elle a fait plus de différence que tu ne l'imagines. Je t'en prie, les anthropologues servent à ça, nous faire questionner les structures que nous tenons pour acquises. » François rit. « J'ai une faveur à te demander. Je monte une équipe pour un projet d'orpaillage durable dans la Loire. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne les dynamiques sociales des communautés. Intéressé ?
Il y eut un moment de silence à l'autre bout de la ligne. « C'est sérieux? Parce que si c'est le cas, ce serait le projet de mes rêves. Complètement sérieux. Je t'envoie les détails par email. » 6 mois s'écoulèrent depuis le retour de François à Bordeaux. La vie avait trouvé un nouveau rythme, un équilibre délicat entre deux mondes qui auparavant semblaient irréconciliables. 3 semaines à Paris, 3 semaines à Bordeaux. C'était la routine qu'il avait établie, alternant entre ses responsabilités dans l'entreprise et sa nouvelle vie dans le sud-ouest. À Bordeaux, les choses avaient considérablement changé. François et Claire ne vivaient plus dans le petit appartement du centre, mais dans une maison confortable, bien que non luxueuse, près des quais. Le choix du lieu avait été soigneusement réfléchi, un quartier résidentiel tranquille, loin de l'ostracisme des résidences haut de gamme, mais avec suffisamment d'espace pour la famille qui allait bientôt s'agrandir. La maison, avec sa grande terrasse et son jardin ombragé par des arbres fruitiers, était devenue non seulement un foyer, mais aussi le centre d'opération de la récemment créée Fondation Eau Claire. Le projet, conçu par François et Claire, prenait forme rapidement. Il comptait déjà une équipe de 15 personnes, dont Thomas, qui avait déménagé de Lyon pour coordonner les relations avec les communautés. Ce dimanche matin, la maison était particulièrement animée. Claire, maintenant au 9e mois de grossesse, supervisait les derniers préparatifs de la chambre du bébé, tout en discutant au téléphone des détails d'un projet pilote dans une communauté d'orpailleurs sur la Dordogne. « Non, Thomas, nous avons besoin des licences environnementales avant toute intervention, » expliquait-elle, la main libre appuyée sur son dos pour équilibrer le poids de son ventre. « Je sais que la bureaucratie est frustrante, mais nous ne pouvons pas laisser place aux critiques. » François l'observait depuis la porte, admirant son énergie et sa détermination, même dans les derniers stades de la grossesse. Il y avait quelque chose de profondément inspirant dans la façon dont Claire dirigeait la fondation, avec la même passion et intégrité qu'elle avait démontré dans son travail précédent, mais maintenant avec des ressources et une portée beaucoup plus grande. La réunion avec le secrétariat de l'environnement a été reportée à mardi, informa François quand elle raccrocha. « Tu veux que j'y aille seule ?» Claire fit une grimace. « Pas question. À moins que ta fille ne décide de naître avant, je serai là. Ce projet est trop important. » Il sourit, s'approchant pour l'embrasser doucement. « Ta détermination est effrayante, tu sais. Je dois être déterminé. Je traite avec des bureaucrates, des hommes d'affaires et des orpailleurs. Sans parler d'un certain milliardaire têtu. » Le commentaire, fait sur un ton de plaisanterie, montrait comment leur relation avait évolué. Ce qui était auparavant un sujet tabou, la fortune de François, pouvait maintenant être mentionné naturellement, même avec humour. Le voyage n'avait pas été facile. Dans les premiers mois après la réconciliation, il y eut des moments de tension et de doute. La visite de Claire à Paris, 2 mois après la conférence de presse, avait été particulièrement difficile. Confrontée à l'ampleur de la vie antérieure de François, le penthouse luxueux, les employés, les fêtes de la haute société, Claire s'était sentie momentanément déplacée, comme si elle était entrée dans un monde auquel elle n'appartenait pas. « Tout est si excessif », avait-elle commenté la première nuit, observant la vue panoramique de la ville illuminée. « C'était ma cage dorée », avait répondu François. « Belle à voir, mais néanmoins une prison. » Ce voyage avait marqué un tournant. Claire avait rencontré Marcel, qu'il avait initialement accueilli avec méfiance, craignant qu'elle ne soit qu'une intéressée de plus, mais s'était rapidement rendue à son caractère direct et son intelligence vive. Elle avait également rencontré certains des amis les plus proches de François, y compris Sophie, son ex-petite amie, qui était étonnamment devenue une alliée dans la transformation de l'image publique de l'entreprise. Plus important encore, Claire avait vu François dans son ancien environnement, dans les réunions d'entreprise, les négociations, les relations avec des personnes puissantes, et avait reconnu que, même là, il restait l'homme dont elle était tombée amoureuse. Différent peut-être, plus assertif et dominant, mais toujours guidé par les mêmes valeurs fondamentales. De retour à Bordeaux, ils avaient recommencé à construire une vie ensemble. La fondation prenait forme, Claire dirigeant la partie technique et François mobilisant ressources et connexions politiques. Le projet avait attiré l'attention d'organisations internationales et même d'autres entreprises du secteur, qui y voyaient un modèle potentiel pour leurs propres opérations. Pendant ce temps, ils se préparaient pour l'arrivée de leur fille, qu'ils avaient décidé d'appeler Clara, nom choisi non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son symbolisme. Clarté, transparence,
lumière. Des valeurs qui guidaient maintenant leurs relations et leurs projets. « J'ai fini de monter le berceau », annonça François, interrompant ses réflexions. « Tu veux voir ?» Claire sourit, le suivant jusqu'à la chambre décorée dans des tons doux de vert et de jaune. Le meuble en bois durable, produit par une coopérative d'artisans ruraux soutenue par la Fondation, occupait le centre de l'espace. « C'est parfait », approuva-t-elle, passant la main sur le bois poli. « Clara va adorer. Si elle tient de son père, elle se plaindra qu'il n'y a pas de système sonore intégré et d'éclairage automatisé, plaisanta François. Si elle tient de sa mère, elle préférera dormir dans un hamac de toute façon. » Ils rirent ensemble, partageant ce moment d'attente et de nervosité que tous les parents de première fois connaissent bien. Le portable de François sonna, interrompant le moment. C'était Marcel. « Désolé d'appeler un dimanche », commença l'avocat, « mais je viens de recevoir la proposition finale de Minerva International. Ils veulent conclure le partenariat demain. » Minerva était l'une des plus grandes entreprises minières du monde, intéressée à financer l'expansion des projets de la Fondation Eau Claire en échange d'un accès aux technologies développées pour l'extraction durable. « Envoie les documents par email. Je les réviserai ce soir et te rappellerai, » répondit François, raccrochant ensuite. « Bonne nouvelle », demanda Claire, qui s'était assise dans le fauteuil d'allaitement installé à côté du berceau. « Il semble que oui. Si Minerva entre avec le financement promis, nous pourrons étendre le projet à 5 communautés supplémentaires d'ici la fin de l'année. » Claire acquiesça, une expression pensive sur le visage. « C'est incroyable comment les choses ont changé en si peu de temps. Il y a 1 an, je luttais pour obtenir des ressources minimales pour un seul projet pilote. Maintenant, nous avons des multinationales qui se disputent pour participer. Le mérite te revient, » dit François, s'asseyant sur le bras du fauteuil. « Ta connaissance, ta passion pour le travail. J'ai juste aidé à ouvrir quelques portes. Des portes très grandes, » sourit-elle, mais redevint vite sérieuse. « Parfois, je me demande si nous n'allons pas trop vite, si nous ne créons pas des attentes que nous ne pourrons pas satisfaire. » C'était une préoccupation légitime. Le succès initial de la Fondation avait attiré l'attention nationale et internationale. Des reportages dans des magazines spécialisés, des invitations à des conférences, des propositions de partenariat, tout se produisait à un rythme accéléré qui contrastait avec la nature nécessairement lente et minutieuse du travail de terrain. « Je comprends ton inquiétude, » répondit François. « Mais rappelle-toi que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Nous avons une équipe incroyable, des personnes qui partagent notre vision. Et plus important, nous avons les communautés elles-mêmes comme partenaires, pas comme objet passif d'un projet. » Claire sourit, reconnaissant la sagesse dans ses paroles. C'était l'une des nombreuses façons dont ils avaient grandi ensemble ces derniers mois, elle apprenant à penser à plus grande échelle, lui apprenant à valoriser la connaissance locale et les processus organiques. « Tu as raison, » concéda-t-elle. « C'est juste que parfois je me sens encore comme cette fille de la campagne, fille d'orpailleur, essayant de prouver qu'elle appartient à la table où les décisions sont prises. Tu n'appartiens pas seulement à la table, Claire. Tu es en train de redessiner la table entière. » Ce soir-là, après un dîner tranquille, ils s'assirent sur la terrasse pour profiter de la brise qui venait de la Garonne. C'était une habitude qu'ils avaient cultivée, ces moments de quiétude partagés avant de dormir. Parfois, ils parlaient des projets de la Fondation, parfois des préparatifs pour le bébé, parfois ils restaient simplement en silence, appréciant la présence l'un de l'autre. « J'ai quelque chose pour toi, » dit François, remettant à Claire un petit paquet enveloppé dans du papier simple. « Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas mon anniversaire. » Ouvre et découvre. À l'intérieur du paquet se trouvait une boîte en bois sculptée avec des motifs traditionnels. En l'ouvrant, Claire trouva un pendentif en or en forme de feuille, délicat et brillant, suspendu à une fine chaîne. « C'est magnifique », murmura-t-elle, admirant le travail artisanal. « Il a été fabriqué par un orfèvre de la communauté Trois-Rivières », expliqua François, « avec le premier or extrait en utilisant les techniques que nous avons développées à la Fondation. De l'or sans mercure, sans dévastation. » Les yeux de Claire se remplirent de larmes. Le cadeau n'était pas seulement un bijou, mais un symbole de tout ce qu'ils avaient construit ensemble, de comment ils avaient transformé leur vie et commencé à transformer la réalité d'autres personnes. « Il y a une inscription au dos, » continua François. Claire retourna le pendentif et lut les mots gravés au dos. « Le véritable trésor. »« C'est parfait, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Aide-moi à le mettre ?» Tandis que François fermait le fermoir délicat sur sa nuque,
Claire sentit une contraction soudaine et forte. Elle haleta, portant les mains à son ventre. « Qu'y a-t-il » demanda François, alarmé. « Je crois que ta fille a décidé qu'il était temps de connaître le monde », répondit Claire, avec un mélange de douleur et d'excitation sur le visage. Les heures qui suivirent furent un tourbillon. La course vers la maternité, les contractions de plus en plus fréquentes, l'adrénaline et la nervosité. François, qui avait déjà affronté des crises d'entreprise et des négociations multimillionnaires sans perdre son sang-froid, se sentait complètement désemparé face au miracle de la naissance. Dans la salle d'accouchement, tenant la main de Claire, tandis qu'elle respirait difficilement entre les contractions, François fut envahi par une clarté soudaine. Toutes les richesses qu'il avait accumulées au cours de sa vie, tous les succès en affaires, toutes les conquêtes matérielles, rien ne se comparait à ce qu'il était sur le point de vivre. « Tu peux le faire, mon amour », encouragea-t-il, essuyant la sueur du front de Claire. « Nous y sommes presque. » Après ce qui sembla une éternité d'efforts et de douleur, le cri aigu de Clara résonna dans la salle. La petite fut placée dans les bras de sa mère, une créature minuscule et parfaite, avec les yeux sombres de Claire et, étonnamment, une touffe de cheveux clairs qui rappelait François enfant. « Elle est incroyable », murmura-t-il, touchant avec révérence la petite main qui se referma instinctivement autour de son doigt. « Vous deux, vous l'êtes. » Dans les jours qui suivirent, installés dans une chambre privée de la maternité, François et Claire reçurent la visite d'amis et de famille. Les parents de Claire, émus par leur première petite fille, apportèrent des amulettes traditionnelles rurales pour protéger la petite. Marcel, qui avait spécialement volé de Paris, semblait déconcerté devant le bébé, mais visiblement touché par la scène familiale. Thomas, toujours l'universitaire, apporta un livre sur les traditions de naissance parmi les communautés rurales de la Loire, que Claire reçut avec un intérêt sincère. Même Sophie, l'ex-petite amie de François, envoya un délicat arrangement floral avec une carte de félicitations. La veille de la sortie de l'hôpital, alors que Claire se reposait et que Clara dormait dans le petit berceau à côté du lit, François s'assit près de la fenêtre, observant les lumières de Bordeaux au loin. Il pensa au voyage extraordinaire qu'il avait conduit jusqu'ici, de la solitude dorée de son penthouse à Paris à la chaleur accueillante de cette nouvelle famille. Il se souvint de comment tout avait commencé, la frustration avec des relations vides, la décision impulsive de prétendre être quelqu'un d'autre, les dizaines de rencontres ratées avant de connaître Claire au marché. Combien de coïncidences, combien de petites décisions avaient conspiré pour l'amener exactement à ce moment, à cette vie qu'il n'aurait jamais imaginée pour lui-même. Dans sa rêverie, il ne remarqua pas immédiatement que Claire s'était réveillée et l'observait. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. « À combien nous sommes chanceux » répondit-il, s'approchant pour s'asseoir au bord du lit. « À combien la vie est imprévisible » Claire sourit, prenant sa main. « Tu te souviens de notre conversation sur les arbres de la forêt? Comment ils communiquent par les racines, formant un réseau invisible? Je m'en souviens. Je pense que nous sommes comme ça maintenant. Toi, moi, Clara, nos racines sont connectées. Peu importe où nous sommes physiquement, nous serons toujours liés. » François sentit le poids de ces paroles, la profondeur de l'engagement qu'elles représentaient. Ce n'était pas seulement un sentiment romantique, mais une vérité fondamentale qui structurait maintenant son existence. « Quand je suis retourné à Paris pour la première fois, » confessa-t-il, « j'ai eu peur que nous ne puissions pas concilier ces mondes si différents, que tu te sentirais déplacé là-bas, ou que je m'ennuierais ici quand la nouveauté serait passée. Et maintenant? Maintenant, je comprends que ce ne sont pas des mondes séparés. Ce sont des facettes de la même vie, notre vie. » Il fit une pause, regardant Clara qui dormait paisiblement. « Je veux que notre fille grandisse en comprenant cela, qu'elle puisse naviguer entre l'appartement à Paris et la maison de ses grands-parents à la campagne, entre les salles de réunion d'entreprise et les campements au bord de la rivière. Qu'elle voit de la valeur dans toutes ces expériences. Elle le fera, » assura Claire, parce qu'elle aura des parents qui valorisent tant le savoir ancestral que l'innovation technologique, qui respectent autant le travail manuel que le travail intellectuel. À ce moment, comme si elle sentait qu'on parlait d'elle, Clara ouvrit les yeux et émit un petit bruit. François la prit délicatement dans ses bras, encore émerveillé par sa légèreté et sa fragilité. « Bienvenue dans le monde, Clara Delamarre-Dubois », murmura-t-il contre les fins cheveux de sa fille. « Un monde plein de contradictions et de défis, mais aussi de possibilités infinies.
Claire observait la scène avec des yeux brillants d'émotion. Le pendentif en or en forme de feuille luisait doucement à la lumière tamisée de la lampe de chevet, rappel constant du voyage extraordinaire qui les avait amenés jusqu'ici et des nouveaux chemins qu'ils étaient encore destinés à découvrir ensemble. Le lendemain matin, ils quittèrent la maternité en famille. Tandis que la voiture suivait les rues de Bordeaux vers la maison près des quais, François regarda par la fenêtre la Garonne, ses eaux sombres coulant majestueusement. Comme ce fleuve puissant, la vie suivait son cours, parfois turbulente, parfois sereine, mais toujours en mouvement, portant toujours avec elle les histoires de ceux qui osent naviguer ces courants.